Salut, bonjour et bienvenue à tous. On a Hugo qui nous a rejoint, qui remplace Cyril à la régie aujourd'hui et qui n'est pas encore très familier avec les changements de plan, mais maintenant il l'est. Bienvenue à toutes et tous. On est le lundi 23 octobre, il est 20h à Brisbane, il est 13h à Moscou, il est 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut les amis, salut Lam, salut Volcas, salut Julo, salut El Pueblo, salut Shinkael aussi, salut à Ertani qui vient nous rejoindre. Ce midi on va parler de sécurité, de services de renseignement, on va parler du risque d'attentat et des moyens qu'on peut déployer à l'échelle d'un État pour protéger les citoyens. On va parler de détection, de drones, de fichiers, de fichage. Pourquoi on va parler de tout ça? On en cause parce que le ministre des Transports, Clément Beaune, annonce ce dimanche sur France Info et France Inter le déploiement de 40% de patrouilles en plus dans les aéroports à partir de cette semaine, alors que le niveau d'alerte du plan Vigipirate a été relevé au niveau maximum après l'attaque terroriste d'Arras. Une annonce qui intervient alors que 18 aéroports français ont été la cible d'alerte à la bombe vendredi, comme ceux de Nice, Toulouse, Bordeaux, Beauvais, Rennes, Nantes ou encore Biarritz. Voilà pour le contexte, un contexte qui amène des questions. Comment prévoir le risque? Comment l'évaluer? Comment protéger sa population de l'aléa, de ce qui est imprévisible? Et surtout, comment protéger sa population sans marcher sur ses libertés fondamentales? Et puis en creux, la question de savoir où placer le curseur entre la liberté et le besoin de sécurité. On va parler de tout cela, du risque de menaces d'entreprises aux abois, de logiciels espions, de prévention, de liberté fondamentale et de l'enfer qui est, dit-on, souvent pavé de bonnes intentions. Je ne vais pas en parler tout seul, je vais en parler avec Noémie Levin, qui est juriste à la Quadrature du Net. Salut Noémie. Bonjour. Salut Noémie, et à ta gauche, et donc en face de moi, Driss Aït Youssef. Salut Driss. Bonjour. Et toi, tu es docteur en droit public, spécialiste notamment de la sécurité et du renseignement, en gros. Ouais. Face à la menace terroriste, l'État agit en anticipation et en réaction afin d'assurer un niveau de sécurité maximal à l'ensemble de la population dans le respect des libertés publiques. C'est ce qu'on lit sur le site des préfectures actuellement. Et ailleurs, on va citer les grands auteurs, on peut lire aussi que celui qui sacrifie sa liberté à la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est qui? C'est Benjamin Franklin. Absolument. Merci, chers amis. Et vous le saviez, bien sûr, vous, dans le chat. Il y a une multiplication ces derniers jours des alertes à la bombe. Est-ce que c'est inédit? Premier qui veut. Peut-être plus pour toi, Driss. Sur les alertes à la bombe, oui, on peut dire que vous avez deux types de fausses alertes à la bombe. La première, c'est ces petits plaisantins qui forcément ne s'entourent pas d'un luxe de précaution pour soit des appels anonymes ou des SMS, mais ceux-là sont immédiatement repérés, sont interpellés. Puis après, c'est un peu plus compliqué pour un certain nombre d'autres personnes qui sont plutôt des hackers et qui là utilisent effectivement des systèmes pour envoyer de fausses alertes. Ça prend toujours un peu plus de temps, mais on y arrive tout le temps parce que même quand vous êtes sur Internet, vous laissez toujours des petites traces, notamment même si vous utilisez un VPN, vous laissez toujours des petites traces et on finira toujours par vous remonter. Ça prend un peu de temps, mais la puissance publique y arrive tout le temps. Donc ce que tu veux dire, c'est que ces gens-là, on va les retrouver. Ils ont quel profil actuellement? On sait un petit peu ou pas vraiment? Les personnes qui ont été interpellées, ce sont des gamins, des jeunes majeurs. Donc on parle de 17, 18 ans. Donc ils ont été interpellés du côté, je crois, de Bordeaux et d'autres en cours également. Donc on a vraiment affaire à deux types de profils, hein, vraiment des imprudents, des gamins, et puis d'autres qui sont un peu plus expérimentés et qui évidemment se servent de la situation qui est quand même une situation assez inédite dans notre pays depuis ces dernières années pour semer le trouble et semer la peur, encore une fois. Ouais, qu'on pose bien le contexte. Le risque attentat, il est avéré là actuellement. Il est avéré d'ailleurs depuis quelques années, non sans jouer sur la peur de nos concitoyens, mais on sait bien, pour vous donner quelques chiffres, on a 350 détenus condamnés pour terrorisme qui ont été libérés parce qu'ils ont purgé leur peine. On a cette année à peu près 80 détenus qui vont sortir. Je ne vous parle pas des détenus qui se sont radicalisés en prison, mais des détenus condamnés pour terrorisme, donc 80 cette année, et autant l'année prochaine. Donc ça fait à peu près, dans les 10 000 personnes que les services de renseignement surveillent, vous en avez 5 300 qui sont, eux, considérés comme effectivement des fichiers S pour leur appartenance à une mouvance islamiste. Donc ceux-là, pour un certain nombre d'entre eux, présentent une véritable menace, en tout cas grave, pour l'ordre et la sécurité publique. Donc la menace, elle est toujours élevée, et ça, c'est pas jouer sur la peur de nos concitoyens, mais encore une fois, l'attentat et les tentatives d'attentat déjouées dans le prolongement d'attentats terroristes à Arras nous démontrent qu'on est quand même dans une situation qui est quand même particulière. Noémie, peut-être, est-ce que le risque est avéré ou est-ce que c'est un fantasme ? Alors,
là, pour le coup, ça sort un peu. C'est pour poser un peu le débat. Hein, là. Oui, de mon domaine. Toi, tu vas plus nous parler de liberté fondamentale et de comment peut-être on nous surveille. C'est un peu. Oui, voilà, après, le risque. Oui, La question, c'est, nous, en ce qui nous concerne, vu que dans la surveillance, c'est est-ce qu'il faut chercher le risque zéro à tout prix et donc permettre tous les moyens. Nous, évidemment, on pense que non. Ah, alors attends, dans le chat, on nous dit que ton micro n'est pas ouvert. Ou peut-être qu'il faut que tu parles plus fort dans le micro, alors, simplement. est-ce qu'on m'entend mieux ? Est-ce qu'on entend mieux Noémie, Kyle, ou Chinkle, ou Rataflup ? Ouais. Non, c'est nickel, c'est impeccable. C'est nickel. Okay. Juste que tu parles plus fort. Parle un peu plus fort. Le micro était peut-être un peu faible, en fait, tout simplement. Pardon. Donc oui, nous, là où on se positionnerait sur cette question de risque, parce que c'est des paramètres qu'on ne maîtrise pas, c'est de dire qu'on ne peut pas imaginer un risque zéro où il n'y aura jamais d'attentat. Parce que si on vise cet objectif, ça veut dire des moyens sécuritaires et de surveillance disproportionnés. Et là où on intervient, c'est d'essayer de critiquer ou en tout cas de poser des limites pour ne pas aller trop loin. Sinon, on en vient à surveiller chaque personne. Et d'ailleurs, malheureusement, l'attentat d'Arras montre l'impossibilité du risque zéro, puisque la personne était surveillée, avait été contrôlée la veille. Et on peut voir ça, alors ça pareil, on pourra en parler comme un échec des services de renseignement peut-être, mais à nouveau, en fait, est-ce qu'il y avait des moyens de l'empêcher ? Mais peut-être qu'on verra qu'il n'y avait aucun moyen de prévenir cela, malheureusement, et du coup, on ne va pas forcément faire de la surenchère systématique si le passage à l'acte a juste été dans sa tête, et qu'en fait, on ne va pas mettre on peut pas être dans la tête des gens, et donc on ne peut pas surveiller les personnes, parce qu'on a eu déjà tout de suite des annonces, des surenchères de la part du ministre de l'Intérieur, sachant que je tiens quand même à préciser, en Belgique, donc malheureusement, il y a aussi eu un attentat, et c'était aussi un raté du ministre de la Justice. En Belgique, le ministre de la Justice a démissionné, a assumé qu'il y avait une erreur. Si jamais il y a une erreur, voilà, on voit la différence de responsabilité politique dans les deux pays. Mais voilà, pour introduire les questions de surveillance, nous, c'est comme ça qu'on se positionnerait. Driss ? Oui, mais dans le prolongement, moi, je partage complètement la nécessité, d'ailleurs, c'est ce que dit régulièrement le Conseil constitutionnel quand effectivement on a des demandes, ou en tout cas des saisines de la part à la fois de parlementaires sur des dispositions qui pourraient d'une certaine manière remettre en cause les libertés individuelles ou les libertés en général. C'est toujours essayer de trouver cette juste conciliation entre la préservation des libertés et assurer l'ordre et la sécurité publique. Donc c'est un équilibre qui n'est pas tout le temps, qui n'est pas simple. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières années, on a vu par exemple avec les dispositions contenues dans l'état d'urgence, la loi de 55, transposée dans la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Il faut peut-être à ce stade que tu expliques à ceux qui nous regardent. Vous aviez des dispositions dans l'état d'urgence, notamment ce qu'on appelait avant les perquisitions administratives, les assignations à résidence, qui sont en réalité des pouvoirs qu'on a transférés à l'autorité administrative. Il faut savoir que la privation des libertés dans notre pays, selon la Constitution dans son article 56, elle est confiée à l'autorité judiciaire. Pour dire les choses autrement, seul le juge judiciaire peut porter atteinte à une liberté. L'état d'urgence, il confie des pouvoirs à l'autorité administrative qu'est le préfet, qui n'est pas indépendant comme le juge judiciaire. Et donc ça pose une difficulté, d'autant plus que... Le préfet qui est l'émanation du président de la République, en quelque sorte, dans les territoires. Il est nommé en Conseil des ministres, c'était instauré sous Napoléon, nommé, et il est évidemment... il a une dépendance hiérarchique très directe avec le ministre de l'Intérieur. Et donc la difficulté, c'était d'avoir ces dispositions dites à l'époque exceptionnelles, versées dans ce qu'on appelle le droit commun. Et donc ça a été transformé, les visites domiciliaires, etc. Même si on y a mis quelques garde-fous, notamment sur ce qu'on appelle les visites domiciliaires qui étaient auparavant les perquisitions administratives, c'est-à-dire qu'il faut qu'on saisit le JLD, le juge des libertés de la détention, n'en demeure pas moins que ce transfert de dispositions exceptionnelles dans, j'ai envie de dire, le droit commun, le code de sécurité intérieure, pour ne parler que de ce code, ça pose une vraie difficulté parce que au fur et à mesure qu'on a, c'est vrai, quelques attentats, des attentats dans notre pays, aussi graves soient-ils, on ne minimise pas, il y a toujours sous la pression de nos concitoyens qui veulent de la sécurité, il y a effectivement un effet quasi direct, une réaction directe de nos politiques qui est de plus
de sécurité qui peut se traduire par quelquefois moins de liberté. Et ça peut poser un problème. Alors je fais une petite pause de chat, Noémie, et après je te passe immédiatement la parole. Il y a Benny qui dit, donc il réagissait à ce que tu disais pour la démission d'un ministre. Démissionner, c'est pas forcément la meilleure des idées, outre le temps de changement de personnel. Ça veut pas dire qu'on peut avoir mieux qu'une personne qui sait qu'il y a eu des erreurs, pourquoi pas. Ertani, t'es pas d'accord avec le titre du stream. Tu dis pourquoi Israël-Hamas, pourquoi pas Israël-Palestine ou Likoud-Hamas. Écoute, je l'assume. Le titre, en fait, j'ai pris le titre qu'on utilise le plus souvent sur France Info pour que ce soit très clair. Ça aurait pu être un autre slog. Le slog, c'est ce qui introduit un titre. Hein. Donc, quand j'ai choisi Israël-Hamas, il n'y avait pas de parti pris. C'est celui qu'on utilise le plus sur le site pour que ce soit plus lisible. Il y a Dadi qui nous salue et qui nous dit, normalement, le grand stream, c'est mardi. Le grand stream, c'est toujours mardi. C'est toujours midi à 14h demain. Là, on teste l'horaire du midi, simplement, pour le lundi et pour ce jeudi, le temps des vacances scolaires. On reviendra après sur le stream du soir, après les vacances scolaires. Pardon, Noémie. Juste pour répondre rapidement à la personne qui me posait la question, quand je parle de démission, c'est juste que c'est une tradition politique en fait. Enfin, c'est même pas tellement une tradition, c'est une logique que le gouvernement est responsable normalement devant le Parlement, devant l'Assemblée, et c'est quelque chose qui se fait quand il y a une erreur politique, vu que la personne n'a pas été élue, va pas démissionner ou va pas attendre la fin d'un mandat, il n'y a pas forcément ce type de responsabilité-là. Elle démissionne en acte de son erreur. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qu'on voit beaucoup moins ces dernières années, mais bon, ça c'est à titre personnel. Et pour réagir à ce que tu disais, peut-être histoire de continuer de poser le contexte, effectivement, de dire qu'il y a quand même une transformation, c'est peut-être 8-10 dernières années dans notre droit et même dans notre logique et dans les capacités de surveillance. Il y a eu une accumulation de textes sécuritaires. Alors, ça fait pas que 8-10 ans. En vrai, ça fait surtout depuis le début des années 2000 qu'on voit une inflation. Enfin, il y a vraiment des textes sur la police, sur la sécurité tout le temps. Mais nous, en tout cas, dans ce qu'on observe sur la surveillance, on avait beaucoup travaillé sur la loi renseignement de 2015. Qu'est-ce qu'il y avait dans la loi renseignement en plus ? Comment ? Elle avait été beaucoup discutée. En fait, c'est surtout qu'elle posait un cadre. C'est qu'avant, il n'y avait pas de cadre. En fait, les services de renseignement fonctionnaient, comme d'ailleurs ils fonctionnent un peu encore aujourd'hui. Et en fait, il y avait, tu me dis si je me trompe, mais il n'y avait quasiment pas de cadre. Il y avait une vieille loi des années 90. Et on faisait suite notamment à toutes les révélations d'Edward Snowden vers 2013 qui avait révélé donc les programmes de surveillance, surtout aux États-Unis, massifs. Donc de là était partie une grosse réflexion sur le renseignement et donc de mettre un cadre en France que nous on avait trouvé beaucoup trop permissif et beaucoup trop large, mais on pourra y revenir. Et voilà. Et depuis, ensuite, il y a eu donc le fameux état d'urgence. Donc, tu l'as très bien dit, en fait, qui change de logique. On donne énormément de pouvoir à l'administration plutôt qu'au juge judiciaire, et qui a été ensuite donc mis dans le droit commun en 2017. Et ensuite, il y a eu la loi sécurité globale sur la surveillance de l'espace public, la loi sécurité intérieure, une nouvelle loi renseignement quelques années après. L'année dernière, une loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi sur les Jeux Olympiques. Enfin, voilà, on est vraiment dans une inflation législative sécuritaire. Et ça pose la question, pourquoi ? Est-ce que, en fait, voilà, comme tu l'as dit, on fait ça parce que ça fonctionne, parce qu'il y a un objectif, voilà, ou alors est-ce qu'on fait ça en réaction ? Est-ce qu'on fait ça on parle souvent de sécurité, mais en fait, faut replacer, est-ce qu'on parle de sécurité ou est-ce qu'on parle de sentiment d'insécurité ? Et dès qu'on parle de sentiment, en fait, voilà, on peut faire une loi, et là, on est clairement dedans dans toutes les annonces, pareil, on en reparlera, je pense, de Laurent Wauquiez, de Darmanin, qui disent des choses pas faisables ou dangereuses pour les libertés. On peut en parler peut-être déjà maintenant. Oui, voilà, du coup, je finis juste, on sent juste que c'est plus pour rassurer, et pour aussi, voilà, peut-être jouer le jeu politique et apparaître politiquement et se donner de l'importance, plutôt que vraiment assurer la sécurité des personnes. Et ça aussi, on pourra en revenir, c'est quoi la sécurité ? Mais sur le sentiment d'insécurité, et ce qui a été dit cette semaine, par exemple sur la surveillance, on a d'un côté Gérald Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, qui a dit plusieurs choses. Il a notamment dit... Oui, voilà, on n'a pas eu, et c'est pas la première fois qu'il dit, et c'est pas la première fois qu'un ministre de l'Intérieur le dit, on n'a pas eu accès au contenu des messages de l'auteur de l'attentat, parce qu'il utilise des messageries chiffrées, et on aimerait pouvoir casser ce chiffrement. Donc ça, c'est une vieille rengaine, et pas que en France, même si la plupart des dirigeants ont arrêté de le dire, parce que la question donc pour revenir, les messageries chiffrées, donc c'est par exemple WhatsApp, Signal, Telegram si vous activez le chiffrement,
En gros, c'est juste des applications qui permettent, donc si je t'envoie un message, il n'y a que toi et moi qui avons le message, l'application ne sait pas. C'est une mesure de sécurité qu'on retrouve dans énormément d'applications Internet, même dans nos connexions Internet quand on va sur notre banque. Et qui peut relever de l'hygiène numérique. Voilà, c'est exactement ça. Le chiffrement, c'est un protocole de sécurité admis depuis des décennies dans la manière dont fonctionne le numérique. Quand je t'envoie une lettre, je la mets dans une enveloppe. Exactement, c'est exactement le même principe. Donc là, on l'encapsule, on va dire. Il n'y a que toi qui as la clé de déchiffrement et Signal, WhatsApp, non pas le chiffrement, non pas la clé de déchiffrement, pardon. Et voilà, c'est quand même des milliards d'utilisateurs dans le monde. Et c'est que face à l'essor de ces messageries qui datent à peu près d'une dizaine d'années, les gouvernements veulent pouvoir accéder à cet espace qui est juste un espace qui permet de protéger la vie privée contre n'importe qui. Et à chaque attentat, ou en tout cas à chaque attaque, on a un peu ce discours qui revient. Et là, en plus, Gérald Darmanin fait des approximations puisqu'il dit, en gros, Signal et WhatsApp ne veulent pas nous donner accès aux messages. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est qu'ils ne peuvent pas. Techniquement, en fait, c'est juste les protocoles de chiffrement, c'est des mathématiques, c'est de la cryptographie. C'est fait pour que personne n'y ait accès. Et surtout, c'est-à-dire que même sur réquisition d'un juge, parce que c'est ça dont il est question, ces opérateurs-là ne peuvent pas délivrer techniquement, ne pourront jamais délivrer le contenu des messages. Sauf à ce qu'ils introduisent. Donc aujourd'hui, en tout cas, ils ne peuvent pas. L'application est faite pour que eux-mêmes, et c'est ce qu'ils vendent d'ailleurs, enfin, c'est ça qui fait qu'on a confiance en ces applications, et sauf si ces applications installent ce qu'on appelle une porte dérobée ou une backdoor en anglais, c'est-à-dire en fait une possibilité technique d'accéder, sauf que ça casserait toute la garantie de confidentialité pour la police, pour des acteurs malveillants, pour n'importe qui. Donc, évidemment, ils ne veulent pas mettre ça en place. Et d'ailleurs, c'est pas que ces fournisseurs d'applications. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une agence étatique, dit la même chose. En fait, n'importe qui travaille dans la sécurité informatique dit, en fait, non, on va pas casser notre meilleure manière de sécuriser les informations en ligne. Donc ça, c'est vraiment une vieille rengaine qu'on entend à chaque fois. Dit, en plus, c'est un peu rigolo, parce que ce sont les gouvernements qui ont forcé à la sécurisation des smartphones, par exemple, via le cryptage des données. Oui, et en fait, le chiffrement, tout est chiffré aujourd'hui. Nos smartphones sont chiffrés, nos ordinateurs sont chiffrés, les serveurs sont chiffrés. Enfin voilà, c'est une mesure de sécurité classique. Et quand on voit Gérald Darmanin faire cette annonce, déjà, en fait, il n'en sait rien si les messages étaient intéressants. Voilà, à nouveau, on revient, va falloir comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu être fait. Et surtout, en plus, aujourd'hui, les services de renseignement et la police ont énormément d'autres manières de faire des enquêtes. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a un espace de confidentialité qui nous reste qu'il faut absolument le détruire et vraiment accorder cette omniscience totale. Et voilà. Et donc ça, c'est une des choses qu'on a entendues. Et d'ailleurs, qui a fait, comme d'habitude, des levées de boucliers de secteurs de la tech, etc. Parce que c'est impossible, c'est faux et surtout, c'est pas forcément nécessaire. Et c'est très liberticide pour nos vies privées. Il y a Brest qui dit, dans un autre temps, on appelait ça le secret de la correspondance, qui existe toujours et qui est toujours garanti, il me semble. Exactement. Driss, tu voulais ajouter quelque chose ? Alors, plusieurs choses. Ce que vient de dire Noémie, c'est très intéressant. Il y a des précédents. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, souvent, et comme à son habitude, il a quand même eu un débit qui est en contradiction totale avec ce que font quelquefois les services et ce que l'actualité. Par exemple, quand il dit la question des chiffrements, d'abord, d'une part, il y a des précédents où les services de police, y compris européens, ont cassé des chiffrements, notamment sur deux affaires récentes qui sont des affaires emblématiques à un niveau international avec l'appui d'Interpol, Europol, sur démantèlement d'un gigantesque réseau de trafiquants de drogue, de tueurs, etc. Donc ça a conduit à des arrestations, etc., etc. C'est la première chose. Il doit faire la distinction entre ce qui relève de la police administrative et de la police judiciaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mener les enquêtes que vous voulez en police. Vous ne pouvez pas déployer les moyens que vous voulez, ils ne sont pas les mêmes si vous déployez en police administrative ou en police judiciaire. La police administrative, c'est ce qu'on appelle de la prévention. On essaie de faire de la prévention, c'est de la vérification, de la levée de doute. Et ensuite, la police judiciaire, vous êtes dans un régime purement répressif où c'est le juge judiciaire qui va vous donner les moyens d'enquêter. Et là, les moyens, ils sont plus importants. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent
qu'il y a des dispositions, il y a des outils à la disposition de la puissance publique. On va parler du logiciel Pegasus. Oui, c'est ce que Volca disait. Apparemment, Predator et Pegasus ne se sont pas trop embarrassés par le chiffrement. Voilà, alors c'est autre chose. On peut se douter que nos services de renseignement peut-être ont des moyens. Pegasus, c'est autre chose, parce que Pegasus ne casse pas le chiffrement. Pegasus active, effectivement, il siphonne votre téléphone et il peut activer votre micro. À telle enseigne que lorsque vous appelez, par exemple, avec Signal, Botim, Telegram, WhatsApp, en fait, on ne casse pas le chiffrement, votre micro, il l'enregistre. Voilà, donc il transfère la data. Donc le ministre de l'Intérieur est pas parfaitement au fait des différentes techniques, je peux pas en donner parce qu'il y a mais je peux vous assurer que les services de renseignement, en tout cas ceux qui travaillent sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ont quand même un certain nombre de moyens, y compris par exemple quand on parle de sonorisation. Vous êtes avec votre téléphone portable, vous êtes dans votre véhicule est sonorisé, c'est-à-dire il y a des micros dans votre véhicule et on entend exactement ce que vous dites. On n'a pas besoin de casser. Par ailleurs, il y a aussi des réflexions. Je ne sais pas si ça aboutit, mais par exemple, on vous demande, vous êtes interpellé, vous avez un téléphone portable, on vous demande le code. Vous refusez de donner le code, on vous met une amende. Voilà, ça peut être une sanction. Donc ça permet aussi de contourner plutôt de casser, on va rentrer, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ça pour dire que le numérique prend de plus en plus de place dans les enquêtes, dans les différentes enquêtes. Par exemple, on parle aussi de la géolocalisation, de plus en plus par rapport au manque d'effectifs de police et de gendarmerie, on a de plus en plus recours à la géolocalisation, le suivi des véhicules, des scooters, pour éviter effectivement de déployer une quantité de personnel sur le terrain. Il y a Dimé qui demande est-ce que ça veut dire qu'on doit fournir notre code quoi qu'il arrive ? Il y aura vaste question. Mais ça sera demain peut-être une contrainte. Alors là, c'est un gros sujet. C'est aussi un débat juridique en fait, donc c'est peut-être un peu long, mais en général, en fait, il y a effectivement dans le code pénal une infraction. Si on refuse de donner ce qu'on appelle c'est pas une clé de déchiffrement. C'est un vieux, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vieille infraction de début des années 2000, quand il y a eu la libéralisation du chiffrement. En fait, je fais une mini parenthèse historique. Le chiffrement avant, c'était géré par les États, c'était en fait géré par l'armée. Et dans les années 90, quand il y a eu le développement d'Internet, vu que c'est une mesure de sécurité hyper importante, ça a été libéralisé, n'importe qui pouvait l'utiliser. Il ne fallait pas demander une autorisation. Donc ça, c'était fin des années 90, début des années 2000, sauf qu'ils ont quand même, dans la foulée, laissé une infraction, c'est de refus de donner une clé, un moyen de cryptologie, de refus de... Bref. Et cette infraction a été un peu oubliée et est revenue dans les années 2010, beaucoup, je crois qu'elle a été un peu amendée, et on la trouve beaucoup en manifestation. Sauf qu'en fait, en manifestation, des gens qui se font arrêter, et on leur demande leur clé, en tout cas beaucoup en région parisienne, leur code de déverrouillage, parce qu'on estime que le code de déverrouillage, c'est une clé de déchiffrement. Et nous, alors il y a eu beaucoup de jurisprudence qui est remontée jusque tout en haut, mais pour nous, en fait, cette infraction, elle est mal faite, parce que l'idée, c'est, si jamais dans ton téléphone, donc dans ton outil, il y a des indices qui permettraient de résoudre une infraction, tu es obligé de donner ton code. Sauf qu'en fait, on ne sait pas avant s'il y a des choses qui permettent de... En fait, c'est une logique très retors. Et parce que, en fait, cette infraction, cette incrimination n'était pas faite pour ça. À nouveau, c'est pour ça que j'ai fait mon petit côté historique. C'est qu'elle date d'un autre contexte. Et donc, aujourd'hui, elle est très utilisée par la police et par les juges. Et sauf qu'en fait, parfois, on donne son code. En fait, on se rend compte qu'il n'y avait rien pour la fameuse infraction. Donc, en manifestation, ça peut être les différentes choses qu'on reproche. Mais sauf qu'au final, on a quand même donné notre code. Et si on refuse, on a quand même une infraction, on a quand même une amende. Voilà. Et donc, on a fait un article il y a quelques mois sur notre site, si vous voulez aller voir. Et c'est vraiment, à notre sens, problématique juridiquement. C'est une infraction qui est compliquée, mais effectivement, donc c'est pour ça que je ne saurais pas forcément quel conseil donner, parce qu'aujourd'hui, le droit est fait de telle sorte que si tu refuses, tu peux être incriminé, même si au final, il n'y a rien dans ton téléphone qui a participé à commettre une autre infraction. Voilà. Là, dans le contexte des alertes à la bombe, au risque attentat, il y a aussi les Jeux Olympiques qui se profilent, qui vont arriver à la faveur de l'été. Je vais poser ma question de manière un peu sentencieuse, mais est-ce que la France est prête à accueillir ces Jeux d'un point de vue sécuritaire, en sachant qu'il y a vraisemblablement toute une série de nouvelles formes peut-être de risques ? Driss, c'est peut-être une question plus pour toi. D'abord, s'agissant des risques... Mais Noémie, tu peux tout à fait couper la parole. Merci.
S'agissant d'abord des risques, il faut les nommer. Il y a évidemment le risque attentat. On a un peu le risque sanitaire, il existe. On a un risque cyber, il existe. On a aussi un risque notamment de violence urbaine, il existe. Donc on a également un risque NRBC, il existe également. Donc ce sont des risques puissants. Nucléaire, radiologique et bactériologique. Voilà, donc ce sont des risques qui sont parfaitement identifiés par la puissance publique. Après, la question, est-ce que nous sommes prêts ? Moi, j'ai toujours tenu un langage de vérité, d'ailleurs, depuis le début, en disant qu'au fait, quand je regardais le dispositif qui est mis en place, au fait, je considère qu'il n'y a pas le compte. Alors, on essaye de masquer, ou en tout cas on essaye, comme ça je vais anticiper sur l'intervention de Noémie, en fait on essaye d'anticiper un certain nombre de carences, notamment des personnels, que ce soit sécurité publique ou sécurité privée, pour innover ou pour proposer des solutions, notamment la vidéo algorithmique, pour essayer de compenser l'absence de personnel sur la voie publique. Donc ça pose une difficulté, parce que je pense que vous pouvez mettre autant de caméras que vous voulez, si vous n'avez pas les personnels sur la voie publique pour aller faire de levée de doute ou pour essayer de réguler les problématiques, je pense que ça ne sert absolument à rien, c'est même contre-productif. Oui, je vais enchaîner là-dessus. Donc, pour remettre dans le contexte, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément suivi, l'année dernière, il y a 6 mois, il y a une loi concernant les Jeux Olympiques qui a été adoptée et qui vise à expérimenter une nouvelle forme de surveillance, inédite en Europe, vive la France, qui s'appelle la vidéosurveillance algorithmique ou automatisée, et qui, en gros, c'est le concept, c'est de mettre des algorithmes, des logiciels qui automatisent l'analyse des images pour repérer des comportements suspects ou anormaux. Donc nous, on a énormément bataillé contre cette technologie qu'on estime très dangereuse au vu de énormément de choses, mais l'arbitraire derrière, qu'est-ce qu'on définit comme suspect, derrière une nouvelle forme de pouvoir qu'on donne à la police. Enfin, ça, on pourra y revenir. Mais pour enchaîner sur la question des Jeux Olympiques, ce qui était intéressant et très énervant, c'est de voir comment on instrumentalise cet événement, qui est un événement exceptionnel, tu l'as dit, avec des risques beaucoup plus important qu'au quotidien. Donc ça, c'est clair. Mais ensuite, la question, plutôt, c'est quelle réponse on y apporte. Il y a ces risques-là. Donc toi, tu dis c'est beaucoup de personnel. Et voilà, nous, à nouveau, c'est pas notre champ de compétences de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'on s'y est intéressé pour dire que la réponse n'était pas de la vidéosurveillance algorithmique. Par exemple, il va y avoir plein de touristes, c'est des gens qui parlent plein de langues, etc. Et de voir à nouveau comment on utilise une vieille croyance que surveillance, que numérique égale sécurité. Et c'était assez terrible les débats autour de ce texte, parce qu'il y avait peu de compréhension technique, de compréhension politique et juridique de la part des parlementaires, qu'on leur dit mais en fait cette technologie elle fonctionne comme ça, elle est dangereuse pour ça, elle va pas répondre à cet objectif. Mais voilà, avec cette croyance il faut de mettre tous les moyens, peu importe si plus tard ça aboutit à faire de la surveillance. Et le meilleur exemple, qui était pour nous, qui était plutôt dans notre sens, c'est quand il y a eu le fiasco du Stade de France l'année dernière, donc c'était la finale de la Ligue des Champions, et il y a eu un énorme plein de bordel devant le Stade de France, des gens qui n'ont pas pu rentrer, etc. Et je crois que c'était déjà Gérald Darmanin qui avait dit, ou je sais plus qui, avec la vidéosurveillance algorithmique, ça ne se serait jamais passé. Et en fait, les enquêtes et juste un peu de compréhension et d'observation montrent que c'est absolument pas ça. Le problème, c'était une mauvaise gestion de la foule, c'était d'avoir mis des gaz lacrymogènes, il y avait des histoires de sorties de RER. En fait, les problèmes, ils étaient logistiques, ils étaient humains. Savoir, voilà, il y a des matchs de foot toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des énormes foules. Toutes les semaines, il y a des gens dont c'est le métier de savoir gérer ça et de se dire que, voilà, nous, ce qu'on appelle toujours le technosolutionnisme ou la technomagie, de se dire baguette magique, algorithme, tout va changer. C'est non seulement une mauvaise compréhension de la technologie et de plus, surtout une manipulation. Alors que voilà, il y a des vrais enjeux de sécurité avec d'autres solutions. Et malheureusement, le temps du débat, le temps de la compréhension, il est rarement là, et on va vers la facilité, la surveillance en général. Je te laisse la parole immédiatement, Driss. Je fais une pause de chat. Il y a Volka qui nous dit les caméras, c'est surtout pour contrôler les foules. Dimé Bagou qui dit la vidéo ne sert à rien d'autre que vous contrôlez tous. Et on a Benny qui nous disait, pardon, je n'arrive plus à lire ton nom. Oui, un peu long, je te le lirai après. Driss, pardon. Sur la non, attends. Ouais. Je pense que c'est intéressant. Il y a Tospoum qui dit certes, mais ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont pas à craindre d'être filmés. Ça, c'est une question qu'on peut aborder après. Pardon, Driss. Ouais, absolument.
D'abord sur la vidéosurveillance. Moi j'ai observé il y a déjà à peu près une dizaine d'années. Faut savoir que c'est la LOPS, la loi d'organisation de programmation de la sécurité de 1995 qui d'une certaine manière commence à généraliser la vidéosurveillance sur la voie publique. Avant on parlait de vidéosurveillance. Et puis on a observé un glissement un peu sémantique et on a entendu parler de vidéoprotection. Et moi, j'ai toujours considéré que la vidéo, elle n'était pas là pour protéger, elle était là pour surveiller. Mais bon, comme ça faisait pas plaisir, voilà, bon, bref. Non, mais c'est pour, déjà, à ce moment-là, analyser le glissement sémantique. Et puis ensuite, on s'est dit, mais finalement, elle ne permet pas de régler le problème, elle permet de les déplacer. Bon, parce que c'était pour notamment lutter, etc. En revanche, ce qu'on peut donner à la vidéoprotection, si on doit appeler ça comme ça, c'est pas de prévenir. C'est de, quelquefois, enquêter de manière un peu plus rapidement. C'est-à-dire que ça va vous aider dans votre logique un peu d'investigation. C'est ce qu'on peut donner. Aujourd'hui, on est dans un cycle qui est complètement différent. C'est-à-dire que la vidéosurveillance algorithmique, qui n'est pas la vidéosurveillance, c'est pas de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment faire la distinction des deux. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va se nourrir de ce qu'elle va trouver sur Internet, notamment via de la reconnaissance faciale, etc., pour apprendre d'elle-même et puis pour fournir, pour prendre des décisions d'une certaine manière. Là, c'est pas le cas. La vidéosurveillance algorithmique, moi, j'ai été totalement opposé au début. Il y a un certain nombre de garde-fous avec une expérimentation jusqu'au, je crois, c'est en mars de 2025, avec une interdiction de se positionner sur la reconnaissance, enfin, sur tout ce qui est analyse biométrique. Il y a une interdiction formelle. Et ensuite, le deuxième garde-fou, c'est une interdiction totale d'interconnexion avec d'autres fichiers. Ça va être un truc un peu fermé, grosso merdo, pour dire les choses comme ça. La vidéosurveillance algorithmique, elle va permettre notamment de capter des départs de feu, capter des bagarres, capter des foules, etc. Je rappelle que là où Darmanin, encore une fois, n'a pas raison, quand il évoque effectivement le fiasco, au-delà du fait d'avoir injustement considéré les supporters anglais comme des alcooliques notoires, je pense que la réalité, c'est qu'on a un problème de gestion des flux. Donc c'était principalement ce qui posait problème. Notamment sur Paris, il y avait un nœud avec une grève, et on a eu un déport de flux qui est un déport de flux de supporters qui n'avaient pas de billets au Stade de France. Or, très vite, on a eu un goulot d'étranglement, on n'a pas eu assez de personnel, parce que c'était le même personnel qui faisait à la fois le contrôle du billet et ce qu'on appelle les palpations de sécurité, etc., pour pénétrer dans les abords immédiats du Stade de France, et ça a posé une difficulté. Donc, et que les policiers, les gendarmes en particulier, les gendarmes mobiles n'avaient pas d'autre alternative, ça va paraître cru ce que je vais dire mais c'est comme ça, que pour donner un peu d'air notamment aux abords directs, de lancer des grenades lacrymogènes. C'est le seul moyen qu'ils avaient pour essayer d'éviter qu'il y ait une pression et qu'il y ait des morts. En définitive, il n'y a pas eu de mort. Ça a été audité d'une certaine manière, il y a eu une commission parlementaire là-dessus, Flash, etc., qui a dit qu'effectivement, les gendarmes n'avaient pas d'autre choix, quelquefois, que de jeter une grenade lacrymogène pour essayer de faire baisser la tension, pour écarter les foules, parce que si vous avez un public, mais beaucoup de supporters, on aurait pu avoir des morts avec des mouvements de foule, etc. Donc tout ça pour dire aussi que la vidéosurveillance algorithmique, elle va permettre de compenser une absence de personnel sur la voie publique, c'est une expérimentation, mais nul doute que le législateur, en tout cas que la puissance publique, demain elle voudra rentrer dans une logique un peu de généralisation pour dire regardez, ça a marché. C'est un peu comme l'état d'urgence. On a parlé de ces dispositions d'exception qui ne devaient être que pendant l'état d'urgence, et puis on se retrouve avec, en fait on vit au quotidien. Et là on l'a vu la semaine dernière, à tort ou à raison, ça c'est encore un autre débat, mais qu'on a eu beaucoup de visites domiciliaires. On s'aperçoit de plus en plus que ces visites domiciliaires qui sont censées en réalité prévenir la commission d'actes terroristes, elles débouchent sur ce qu'on appelle des enquêtes confiées à des parquets locaux, c'est-à-dire pour stupéfiants et pour des infractions un peu de droit commun. Les visites domiciliaires, c'est la police qui vient chez vous, hein, c'est ça, hein. C'est la police qui vient chez vous. En fait, comment ça se passe? C'est qu'il y a des soupçons, par exemple, vous êtes fiché S, il n'y a pas forcément d'éléments tangibles qui démontrent que vous seriez sur le point de passer à l'acte. Le préfet saisit le procureur de la République pour ce qu'on appelle une visite domiciliaire, pour aller procéder à des vérifications et, si possible, des saisies de données et de documents chez vous pour vérifier si vous appartenez pas à une organisation terroriste. Alors, le procureur lui-même, il demande l'autorisation du
JLD, qui donne son accord et qui demande quand même l'avis du parquet national antiterroriste. Mais c'est une disposition, même si aujourd'hui on a des garde-fous, qui aujourd'hui était exceptionnelle et qu'on retrouve dans le droit commun. Donc c'est pour dire que quelquefois, on s'accommode de facilité et en fait, ça devient presque une drogue. Alors je te passe la parole immédiatement, Noémie. Il y a simplement Volca qui nous dit, mais on va y revenir après, mais comme ça je ne l'oublie pas, qui dit je serais curieux, salut Volca, je serais curieux de connaître les noms des actionnaires dans les entreprises de sécurité. J'imagine qu'il y a beaucoup de politique, alors ça je ne sais pas si on peut souscrire à ça, mais voilà, ça pose la question en tout cas des entreprises privées de sécurité qui peut-être vendent de la peur pour vendre du matériel, mais on va y revenir peut-être après. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Et j'avais Schinkel qui disait, j'avais écouté un sociologue qui expliquait que le coût financier était très important par rapport au bénéfice de la vidéo. On peut revenir dans un second temps. Noémie, pardon. Non, parce que toutes les questions sont intéressantes et il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais juste réagir, mais du coup, ça rejoint les deux choses que tu dis. Quand même apporter de la nuance. Alors déjà, la vidéosurveillance algorithmique, c'est fondé sur l'intelligence artificielle. On va apprendre à l'algorithme à reconnaître certains comportements à partir de machine learning, d'apprentissage automatique. Et pour nous, en fait, c'est dangereux techniquement sur les données que ça analyse et dans le projet politique que c'est. Donc ce qu'il faut nuancer, c'est qu'on peut neutraliser en se disant c'est pas grave, c'est pour analyser des départs de feu, mais dans les autres situations, événements à repérer, il y a aussi des groupes qui se forment, des personnes à terre, des personnes qui marchent à contresens. Et en fait, déjà, on peut se demander à quel moment c'est une infraction, c'est suspect, c'est que ça ne l'est pas. C'est l'extériorisation d'un présupposé, d'un préjugé. Et là où ça rejoint ce que tu disais, c'est aussi toujours la question ensuite de d'autres contextes dans lesquels sont utilisées ces technologies, d'autres finalités. Et c'est toujours ça le risque avec la surveillance qu'on pose nous toujours dès le début et on nous dit on crie au loup, c'est de dire voilà, par exemple, et c'était pareil pour la loi renseignement, des techniques très intrusives qu'on donne aux services. On dit attention, là la loi elle est formulée tellement largement que ça peut être appliqué à d'autres situations, par exemple des militants, etc. Et pour la vidéosurveillance algorithmique, voilà, un groupe qui se forme, on pourrait se dire ah oui c'est bien si c'est des grands méchants, sauf qu'en fait si demain un groupe qui se forme c'est une manif sauvage ou une manif spontanée, c'est problématique pour la liberté d'expression. Et donc en fait il n'y a pas d'événement neutre, c'est ce qu'on dit, en tout cas nous c'est notre critique, et que tout outil de surveillance, enfin il faut voir à qui on le donne. Et c'est quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, on le donne quand même à la police. Et à quelqu'un qui est déjà dans un rapport de force par rapport à la population. Donc c'est pour ça que c'est encore plus dangereux. Et juste pour revenir sur... il y avait la question de l'efficacité des caméras, mais ça on pourra y revenir après. Mais voilà, sur le fait que ça puisse être utilisé dans d'autres contextes. Et donc il faut voir la technologie dans son ensemble et pas que liée à un usage. Quels sont tous les usages potentiels. C'est ce que dit P4. Une fois que c'est en place, on peut s'amuser à détecter d'autres trucs, à peu près ce qu'on veut. Et comme tu l'as dit, il y a eu l'état d'urgence sur la loi renseignement, il y a eu des dispositifs expérimentaux qui ont été prolongés. Et là aussi, nous, ce qu'on voit, donc je change un tout petit peu de sujet, même si ça rejoint, ce qu'on observe depuis quelques mois, quelques années, c'est l'utilisation donc, de ces fameuses techniques très intrusives de renseignement dans le monde militant. Il y a vraiment aujourd'hui... Il y a Kyle qui disait, c'est son parti à lui, qui dit c'est une excuse pour bâillonner tous les écolos. Il y en avait d'autres qui disaient, dans les manifs, en fait, ça sert plus à interpeller des militants que... Voilà, et par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur le chiffrement, les inepties de Gérald Darmanin sur le chiffrement, il a dit en fait il y a quelques mois la même chose. C'était une commission d'enquête après les événements de Sainte-Soline, et il a dit, je ne sais plus exactement c'était sa phrase, les militants d'ultra-gauche ont le culte du secret, ils utilisent tous des messageries chiffrées, il faudrait pouvoir casser ce chiffrement. Donc on voit que ces objectifs ils sont doubles. Donc quand c'est l'attentat d'Arras, évidemment, énormément d'émotions, etc. Il y a quelqu'un qui est mort dans des conditions dramatiques, mais on voit qu'il a un double objectif. Donc s'il arrive à utiliser, et c'est pour ça que c'est franchement de la manipulation d'utiliser l'émotion pour en fait un autre objectif politique, et de l'autre on voit vraiment des techniques, des écoutes, de la manipulation, de l'opportunisme. Oui, de l'opportunisme, voilà, et juste pardon, je termine là-dessus, on voit qu'il y a des écoutes, des intrusions dans des téléphones, là après en gros il y a toute une liste de ce qui s'est passé après il y a eu une action dans une usine Lafarge il y a un peu plus d'1 an, ils ont ratissé sur des kilomètres pour trouver de l'ADN, enfin vraiment des méthodes qui étaient on aurait pu penser
limités qu'à l'antiterrorisme, qui aujourd'hui sont utilisés pour des militants. Et à nouveau, on parle de glissement sémantique, d'écoterrorisme, utilisé à nouveau par le ministre de l'Intérieur. On parle beaucoup de lui. Voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on autorise une technologie et que c'est pas crier au loup de dire, en fait, attention, comment la loi est rédigée, c'est super large, ça pourrait permettre ça. Et en fait, on n'invente rien. L'histoire le montre que les opposants politiques, pareil aussi d'autres populations, les quartiers populaires, les personnes étrangères, c'est souvent les mêmes qui sont dans ce rapport de force-là. Et donc, il faut faire attention. Et nous, sur la vidéosurveillance en général et la vidéosurveillance algorithmique, on sait que ça va être aussi appliqué aux mêmes personnes. Et il faut faire toujours attention à quel pouvoir on donne à l'État. Deux choses. Sur la vidéosurveillance faite algorithmique, pourquoi je dis que c'est pas de l'intelligence artificielle et pourquoi effectivement, y compris le législateur est totalement opposé. Moi, j'ai bien suivi les débats à l'Assemblée, complètement opposé à ce qu'on dise intelligence artificielle, parce que c'est vrai que même si effectivement l'algorithme va apprendre, il va apprendre en circuit fermé. Là où l'intelligence artificielle, elle va se nourrir de beaucoup de données sur Internet pour apprendre, évoluer, etc. Là, il y aura pas d'interconnexion, il y aura pas d'échange de données. Les données qu'on lui donne. Quoi. Voilà, ça va être les données, ça va être la programmation. En fait, c'est de la programmation, donc ensuite ils vont apprendre, etc. Moi, c'est ce qui me fait dire que bon, il y a peut-être ce garde-fou, la CNIL qui regarde également. Enfin, je me dis, puis en plus, les données, elles vont remonter uniquement à Place Beauvau. Personne n'aura l'habilitation à les regarder. Donc, pour moi, c'est ce que dit le décret. Par ailleurs, là où j'ai une inquiétude sur le décret qui a été pris par Elisabeth Borne, là où j'ai une inquiétude, c'est que comme les JO auront lieu sur plusieurs partie du territoire, et donc il était compliqué d'avoir un décret pour chaque territoire, il y a un décret sur l'ensemble du territoire national. Et là, ça me pose une difficulté parce que, en fait, on peut se servir de cette vidéo algorithmique sur une rave party, par exemple. Et ça me pose une difficulté parce que soit on dit c'est dans le cadre des Jeux Olympiques et on ne s'en sert que pour une manifestation à caractère sportif, mais pas du tout, ça peut pas être à caractère politique. Ça me paraît compliqué. D'autant plus que je dis ça, pourquoi ? Je me souviens, et j'avais écrit sur le sujet, ça m'a d'ailleurs beaucoup choqué du reste, c'est lors de la mise en place de l'état d'urgence, on se souvient que c'était la COP21, et que des militants écologistes avaient été assignés à résidence. Et j'avais trouvé du reste le Conseil d'État très mou pour avoir autorisé, pour avoir quasiment justifié effectivement ces assignations en résidence. Moi, ça m'avait beaucoup choqué. Donc là, on était effectivement sur un état d'urgence avec des dispositions devant uniquement servir à lutter contre le terrorisme, et on s'est retrouvé effectivement à avoir des dispositions qui, pour le coup, se sont appliquées à des militants écologistes. Et moi, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. T'avais un peu tiqué quand Driss parlait de CNIL notamment. Non, mais bon, après, je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur la VSA, enfin la vidéosurveillance algorithmique, mais comme ça fera le lien aussi avec c'est un peu le thème de l'émission quand même. Voilà, la question, c'est que en fait, sur les données et l'apprentissage, quelque chose qui est intéressant aussi avec cette loi et assez effrayant, c'est qu'elle, en gros, la vidéosurveillance algorithmique aujourd'hui, elle existait en fait de façon assez illégale dans pas mal de villes, et elle est proposée par énormément d'entreprises. Et nous, ce qu'on critique avec cette loi, c'est qu'elle répond plus à une demande du marché. En fait, il y a énormément d'entreprises qui fournissent ces logiciels, qui les construisent, qui les développent, et qui avaient besoin d'un encadrement législatif qui s'exprimait en ce sens. Donc il y a la question du lobbying aussi, c'est pour ça, et des intérêts en tout cas économiques, de la prise en compte. Là on parle de sécurité, etc. Voilà, la N2V qui est une association, une association, un lobby du monde de la vidéosurveillance qui se positionne énormément là-dessus. Et donc sur cette loi sur les Jeux Olympiques, donc effectivement tu l'as dit, elle est pas du tout cantonnée qu'aux Jeux Olympiques. Ces logiciels vont pouvoir être utilisés sur tout événement récréatif, sportif ou culturel qui présente des risques à la sécurité. Je sais plus ce que c'est la formulation. Donc ça peut être un marché de Noël, ça peut être un marathon, ça peut être un festival. Et surtout, en fait, l'État, donc il y a eu, si ça vous intéresse, il y a en gros il y a 8 situations qui devront être détectées. Et soit l'État développe lui-même le logiciel, soit il demande à une entreprise de le faire, ou elle achète à une entreprise. Et là, vu les délais, et surtout parce qu'il y a ce marché qui demandait cette loi, vu les délais, ça va être, on va acheter à des entreprises. Et donc là, il y a la question de à qui ça profite, et surtout donc ces fameuses entreprises, parce que tu disais que les données sortent pas, mais en fait elles vont avoir des données. Elles vont entraîner leurs algorithmes avec les données des caméras de la rue. Ça c'est prévu par la loi, c'est prévu par les textes. Alors effectivement, il est censé avoir une sélection d'images, qu'est-ce qu'on lui donne, mais en tant que tel, aujourd'hui c'est vraiment nouveau. On va donner à des entreprises privées
des images de la rue, des images publiques, donc de donner les gens un peu en cobaye pour améliorer leurs algorithmes, qui serviront certes dans le cadre de cette loi, mais qui serviront ensuite à leurs produits qu'elles vont vendre à l'étranger. Et donc nous, c'est vraiment une grosse critique qu'on avait. Surtout après, on revient en plus à la question un peu de qu'est-ce que la sécurité et comment on l'atteint, surtout si ces logiciels ne marchent pas à la fin. En fait, on n'a aucune preuve de l'efficacité de cette technologie. Nous, on pointe surtout les dangers. Mais en fait, pourquoi on a fait cette loi si on ne sait même pas si ça va marcher, si on ne sait même pas si ça va aider? Mais à la fin, ce qu'on sait, c'est qu'on aura donné énormément de données qui ont de la valeur à ces entreprises qui vont pouvoir prospérer. Et voilà, il y a la question ensuite d'influence et de pourquoi on a fait cette loi. Oui, non, mais c'est... Alors, Driss, il y a un message spécialement pour toi, puis je le dis parce que c'est un ravissement pour moi. Si monsieur Aït Youssef, je suis rarement d'accord avec vous, mais c'est quand même bien plus agréable de vous écouter ici, merci, que sur d'autres supports. On vous entend en réaction et où le débat est biaisé. Ici, le débat n'est pas biaisé. Pardon, Driss. Oui, tout à fait. Non, mais moi, je pense que je suis toujours très autant. Je peux quelquefois avoir sur les questions de sécurité des impératifs ou des positions qui j'ai tellement vu de choses que sur les libertés, je pense qu'il ne faut pas sacrifier nos libertés pour plus de sécurité, parce que l'histoire a démontré que ça ne fonctionnait pas. Et là, précisément, moi je veux croire d'une certaine manière à ce que, bon, on a de la vidéoprotection, elle est là, elle existe, on a des associations, on a des appels d'offres, il y a du pognon qui est déversé dedans, mais moi d'une certaine manière, je veux croire à pas une cohabitation, mais l'utilisation de manière assez modérée et responsable de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection, on appelle ça comme on veut, dans l'intérêt collectif, sans que cela, à un moment donné, soit une atteinte à une liberté. Voilà. Et c'est toujours cette conciliation qu'il faut, cet équilibre ou cette conciliation entre l'impératif de sécurité, encore une fois, et le respect des libertés. Je pense que nos concitoyens ont le droit à vivre dans un pays à la fois libre, mais sans être épié. Après, ce qu'il faut regarder sur cette vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire que ne peuvent contrôler ces vidéos que des agents assermentés qu'on va appeler des fonctionnaires. Les flux, ils remontent. Effectivement, après, le sujet, c'est de dire... Qu'est-ce qu'on fait lorsque les JO seront terminés? Est-ce qu'on les détruit? Est-ce qu'on les confie à des entreprises de sécurité pour qu'elles améliorent leur programmation? Parce que derrière, il y a de la programmation. En fait, on va apprendre au logiciel à détecter. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'élément de reconnaissance biométrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement interdit. Ça va être des mouvements de foule, comme on l'a dit, des poubelles en feu, des véhicules à contresens, etc. Après, moi, je suis complètement pour, effectivement, avoir une vraie réflexion sur est-ce qu'on doit autoriser l'entreprise à capitaliser là-dessus. Il y a des appels d'offres en cours, on parle de millions d'euros. Il y a des entreprises qui sont positionnées. Parmi les leaders du marché, vous avez Atos, vous avez beaucoup vous avez des entreprises chinoises, etc. Donc, vous avez, cette association qui s'appelle AN2V, Association nationale des villes vidéosurveillées, qui a quand même peut-être 15 ans d'existence, je les ai connus il y a très 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 longtemps. Bon, elles en font la promotion sous couvert de dire on accompagne des collectivités. La réalité, c'est qu'il y a toujours des opérateurs derrière qui essaient de pousser, qui sponsorisent un peu le développement. Bon, c'est pas interdit en soi, mais il faut que le législateur soit vigilant sur ce que ça apporte et quelle est la contribution du développement de la vidéosurveillance dans la sécurité au quotidien. On se rend compte que, j'en terminerai là, une inflation législative, je suis d'accord avec ce que dit Noémie. On a beaucoup recruté, on a beaucoup donné de moyens à des policiers et à des gendarmes. On n'a pas une loi qui, ces 10 dernières années, qui n'est pas plus sévère que la précédente. Mais malgré ça, on a une délinquance qui est toujours en hausse, on a des faits qui sont toujours en haut, et on a un peu l'impression que c'est un tunnel sans fin, ou en tout cas une histoire sans fin. Il y a Volca qui dit l'impératif de sécurité, c'est des moyens en hommes et femmes compétents. Mais c'est aussi de la prévention. Mais c'est aussi de la prévention, c'est-à-dire qu'en fait, on a trop tendance. En fait, on a trop. Enfin, moi, je l'ai beaucoup dit et je le dis encore aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur qui arrive et qui dit, moi, vous inquiétez pas, la sécurité, je m'en occupe, je vais sécuriser tout le monde dans un temps relativement court. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que la prévention, c'est aussi à l'éducation que ça se joue. Il faut mettre des moyens dans l'éducation. Noémie, pardon. Oui, non, je suis assez d'accord et il faut à chaque fois aussi revenir de quoi on parle quand on parle de sécurité, notamment avec la vidéosurveillance qui aujourd'hui, tu as rappelé les origines de quand c'est arrivé. Et pareil, il y a eu une
de plus en plus de caméras, il y a une volonté de l'État qui subventionne énormément les caméras. Aujourd'hui, elles arrivent dans les petites villes, des villes de 2000 ou 3000 habitants, parce que l'État subventionne, parce qu'on se dit sécurité caméra, c'est la solution. Et en fait, si on prend un tout petit peu de pas de recul, en fait, il y a plein de formes de sécurité, d'insécurité. On parlait est-ce qu'en fait on fait ça pour le sentiment d'insécurité déjà les caméras dans les petites villes, on dit c'est pour les dépôts d'ordures sauvages. Enfin, il y a peut-être d'autres moyens. Et sur la question de l'éducation, moi je pense par exemple à un exemple qui me concerne, mais qui concerne tout le monde, mais qui est la sécurité des femmes, où il faut enlever en fait plusieurs idées préconçues pour se rendre compte qu'est-ce que pourraient être les bonnes solutions. Par exemple, déjà, il y a la sécurité des femmes dans l'espace public. On pense tout de suite à ça, une ruelle sombre, etc. Une ruelle sombre, la nuit, voilà. quand il et pleut, déjà, on se rend compte qu'une caméra, bon, ça va pas changer grand-chose, qu'à nouveau, en fait, pour qu'une femme se sente bien dans l'espace public, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a les personnes autour, se sentir en sécurité, c'est connaître les gens, ou alors si quelqu'un me fait une réflexion, que les personnes à côté réagissent. Voilà, c'est plein de choses, mais clairement, ça va pas être une caméra. Et après aussi, par exemple, quand on parle de la sécurité des femmes, on voit très vite que les chiffres, en fait, là où elles sont en insécurité, souvent c'est chez elles et au travail. Et c'est totalement d'autres logiques qu'il faut faire. C'est penser la prévention, l'éducation aux agressions sexuelles, aux violences, etc. Et donc on voit tout de suite que c'est beaucoup plus complexe que mettre de la surveillance, mettre une caméra ou même mettre un agent dans ce cas-là. Et c'est des processus politiques, philosophiques sur des décennies de changement de société. Et malheureusement, le temps politicien même, je dirais, ne le prend pas du tout en compte pour avoir toujours une réponse. Voilà. Et là, j'ai donné un exemple parce qu'il est assez accessible à tout le monde, mais on peut voir ça pour plein d'autres types de sécurité. Je voudrais juste peut-être abonder, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu pour ceux qui ont connu à l'époque ce qu'on appelait le CIPD, le Comité interministériel de prévention de la délinquance, et le FIPD est issu. Et avant, c'était la prévention de la délinquance. En fait, c'était une instance d'État qui finançait des opérations de prévention, etc. Et puis, on a substitué l'enveloppe pour les médiateurs, etc., par plus de vidéosurveillance. Donc on a financé l'installation à hauteur quelquefois de 50%, voire plus, l'installation de systèmes de vidéosurveillance dans des collectivités. Et maintenant, ça s'appelle R avec la radicalisation. Donc on voit bien effectivement le mouvement, et au détriment d'ailleurs, on voit bien le même mouvement avec les polices municipales. On a progressivement supprimé des agents de médiation et on les a transformés en policiers municipaux, faisant croire que les policiers municipaux avaient exactement les mêmes pouvoirs, les mêmes devoirs que les policiers nationaux, ce qui n'était pas le cas du tout. On parlait tout à l'heure d'inflation législative. On a tout de même le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui sort, elle crante, si je puis dire, un dispositif. C'est quand même assez rare qu'on revienne en arrière. Je pense que ça ne s'est jamais même vu. Produit. Et c'est ce qu'on appelle. Il y a plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Il n'y a pas de loi sécurité pour le thème qu'on aborde aujourd'hui, qui sont des lois qui sont délimitées dans le temps, il me semble. Je vous pose la question. C'est-à-dire délimitées dans le temps, par exemple, comme la loi JO. On parle des Jeux Olympiques, par exemple. Est-ce qu'on pourrait faire une sorte de dispositif d'exception qui serait limité la loi sur les Jeux Olympiques, c'est ce ce qui se passe. Sauf que nous, on craint, et tu l'as dit, qu'il y ait un objectif de généralisation, et tout ce qu'on a vu en termes d'expérimentation, ça finit par être pérennisé. Et ça rejoint ta question, en fait, pourquoi en fait, on ne revient pas en arrière. Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a déjà, je pense que les policiers s'habituent à leurs outils. Il y a de l'investissement qui est mis aussi. Il y a aussi quelque chose de ce qu'on appelle l'effet cliquet. En fait, une fois qu'on passe un cap, on c'est sûr qu'on ne reviendra jamais en arrière. Il y a un coup politique aussi qui est trop fort, je pense, pour les dirigeants, de si on utilise, on teste je pense que ça va être ça qui va se passer avec la vidéosurveillance algorithmique. On teste un dispositif, imaginons dans un monde parallèle, on l'enlève, il y a une attaque, il se passe quelque chose, et la responsabilité, c'est forcément, et c'est d'ailleurs c'est un peu la même logique, sur le chiffrement, dès qu'il y a quelque chose qui ne maîtrise pas, on va dire que c'est cette faute-là, et donc je pense que malheureusement, le courage politique n'est pas là pour se dire, en fait, on va revenir en arrière, et surtout, en fait, c'est qu'il y a, et pour toujours revenir par exemple à la vidéosurveillance, il n'y a pas d'évaluation qui est faite. En fait, on pourrait se dire, on va faire une analyse rationnelle, mathématique, quasi scientifique, de est-ce que c'est efficace. Et la vidéosurveillance, ça commence, il y a quelques études qui sortent sur le sujet. Tu l'as dit tout à l'heure, ça ne prévient rien, ça c'est sûr, mais ça pourrait aider à résoudre des enquêtes. Et même ça, les quelques évaluations qui sortent, les études de sociologie montrent que pas tellement, en fait, c'est moins de 2% des affaires résolues où on a utilisé la vidéosurveillance, et dans le reste, c'est d'autres techniques d'enquête. Et si on commençait à se dire, ok, en fait,
on ramène la vidéosurveillance, les politiques de sécurité dans le champ de toutes les politiques publiques qui sont toutes évaluées normalement. Il y a un peu une exception avec la sécurité, en tout cas avec la vidéosurveillance. Mais là, on pourrait faire un examen de se dire ça marche pas. Et si ça marche pas, on l'enlève. Mais malheureusement, on n'est pas dans ce procédé-là. Ouais, alors il y a deux choses. La première, c'est que sur la vidéosurveillance algorithmique, l'expérimentation, c'est au 31 mars 2025. Donc ensuite, on verra, mais il y a fort à parier que cette expérimentation, elle sera comme par hasard assez concluante et donc on décidera de généraliser. D'autant plus que ce qu'il faut regarder aussi, c'est quand même en ligne de mire, c'est la LOPMI. La LOPMI, c'est la loi d'organisation et de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est une loi de programmation sur plusieurs années qui va définir le budget du ministère de l'Intérieur. Le budget, on parle de 15 milliards et dans ces 15 milliards, il ne faut jamais oublier que je crois qu'il y a 5-6 milliards pour le développement, on va dire, de la digitalisation du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notamment sur les interconnexions entre les différents fichiers, en fait, ça préfigure d'une certaine manière à demain à avoir un ministère de l'Intérieur des forces de sécurité qui soit beaucoup plus interconnecté avec des échanges beaucoup plus fluides d'informations. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération et qui va très certainement militer ou en tout cas aller dans le sens d'une digitalisation et donc de traitement de données beaucoup plus rapide. Par exemple, je vois qu'aujourd'hui, les policiers, de plus en plus, ils sont une espèce de GoPro pour filmer, etc. Donc ça peut d'une certaine manière assurer, mais c'est aussi une caméra qui filme sur la voie publique. C'est aussi lorsque, pour ces amendes forfaitaires délictuelles, tous les policiers vont avoir demain un terminal pour leur permettre d'encaisser directement les amendes issues de la consommation, du stupéfiant, etc. Donc on est dans une logique de toute façon, et je vois mal la puissance publique revenir en arrière, mais aujourd'hui on est dans une logique de digitalisation et à mon sens qui va s'accélérer. Ça fait bien de citer Michel Foucault à un moment ou à un autre. Je vais raccourcir un peu sa pensée. Michel, c'est le Michel si tu nous entends, qui dit qu'on est rentré dans le cycle du sécuritaire et qu'à la fin de tout ça, on va produire de nouveaux dangers au nom du risque zéro. C'est un peu ce qui se passe en réalité. Est-ce qu'au nom du risque zéro, on n'est pas en train de s'inventer des je pense qu'on ne sait pas traiter ou on ne sait pas accepter le risque zéro qui, communément, dans notre jargon, peut s'appeler un aléa. Il y a toujours un aléa. L'aléa, c'est ce qui est imprévisible. C'est par définition ce qui est imprévisible. Et en fait, vous avez deux manières de gérer cet aléa. Soit quelquefois être dans la prévention, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai des bouchons, je vais partir peut-être un quart d'heure avant, ou alors si effectivement il y a ensuite derrière la répression, etc., je vais plutôt accélérer et brûler des feux. Je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas pris en considération le fait qu'on joue d'une certaine manière, et passez-moi cette expression, avec de l'humain, il faut être dans la prévention. Les inégalités dans un certain nombre de territoires, elles génèrent derrière des situations qui sont des situations catastrophiques pour notre pays. Quand on regarde ce que le Covid a généré en termes de décrochage scolaire, moi j'avais alerté il y a déjà quelques années en disant faisons attention, on a des milliers de gamins qui ne sont pas retournés à l'école. Parce que le Covid les a complètement éloignés de l'école. Ils n'ont pas eu, pendant les différentes périodes de confinement, un soutien, un accompagnement scolaire. Aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont sur la voie publique et ils sont en décrochage scolaire. Pour un certain nombre d'entre eux, sont complètement, j'ai pas envie de dire décérébrés, mais désocialisés totalement. Ça présente une menace pour l'ordre et la sécurité publique si demain on ne sait pas leur trouver une position dans notre société. Une position, c'est une formation, un emploi pour construire un projet de vie. C'est ça le problème. Et tant qu'on n'aura pas considéré l'humain, ce qu'il est, avec les difficultés qui peuvent être, essayer de les régler, on fera toujours une inflation de loin, on se dire ah ben d'accord, mais là on a un jeune qui a tué une tortue, donc on va légiférer pour la peine de mort pour ceux qui tuent les tortues. Non mais ça va être ça en permanence et ça l'est depuis maintenant quelques années. Il n'y a aucune raison que le législateur revienne en arrière parce que lui-même il est dans un temps très court et il devient de plus en plus populiste à l'image des déclarations du ministre de l'Intérieur qui considère que lui il a cette vérité et qui dit tous les tabous, qu'il n'a pas de tabou sur l'immigration, qu'il n'a pas de tabou sur les libertés. Ça c'est pas acceptable et c'est un danger pour notre pays. Parce qu'il faut du tabou pour produire de la loi, bien sûr. Oui, pour enchaîner, effectivement, genre plus on va aller dans l'escalade et plus de moyens qui ne permettront pas donc que ce soit le risque zéro ou même pour revenir à la vidéosurveillance, effectivement, il y a sur les problèmes de sécurité dans l'espace public, il y a plein d'autres manières de réfléchir, des causes sociales, l'éducation, etc. Tant qu'on ne prend pas ce temps-là, déjà on ne va pas résoudre le problème et surtout, on va donner de plus en plus de moyens qui, à nouveau, nourrissent un rapport de force envers
des populations, des personnes qui sont donc soit déjà vulnérables, soit à nouveau des militants qui sont dans l'œil, dans le viseur de l'État, les personnes étrangères qui sont aussi toujours victimes de cette répression. Donc à nouveau, non seulement ça ne résout pas les problèmes de sécurité, mais ça augmente les capacités de répression. Et elles sont là, vraiment, on les voit aujourd'hui, avec une justice qui a de moins en moins de moyens. Enfin, il y a tout l'appareil étatique qui est en train de se transformer, en fait. Quand on en parlait pendant l'émission, quand on donne plus de pouvoir à l'administration qu'au juge judiciaire, puis qu'on donne plus de pouvoir à la police, il y a vraiment, en fait, tout l'équilibre qui a été pensé il y a des décennies, qui est en train de se modifier petit à petit. Et c'est là où, je rejoins, c'est très dangereux pour nos libertés. Et nous, on le voit de plus en plus. En fait, cette surveillance qui, aujourd'hui, est appliquée à l'encontre de militants dans les fichiers des étrangers, etc. Et demain, donc, il y a la vidéosurveillance algorithmique, la reconnaissance faciale. Nous, on se bat contre, mais il y a de plus en plus de personnes qui poussent pour qu'elle arrive. Donc, il faut se préparer à ce qu'elle arrive potentiellement. Voilà, ça va être la question de l'anonymat dans l'espace public, la question de notre rapport en fait à l'État, à la police, et de voir tout le monde comme suspect en fait. Au fond c'est un peu ça. Derrière, imaginez le risque zéro. En fait, derrière cette logique-là, c'est pouvoir être à l'affût, trouver n'importe quel, ce qu'ils appellent les signaux faibles, et en fait basculer donc dans la société de vigilance où on est tous suspects les uns pour les autres, on est tous suspects pour l'État, et donc il faut donner des moyens pour imaginer que rien n'arrive. Et en fait, on y bascule doucement mais dangereusement. Il y a Dimé qui dit dans le chat, si la vidéo marchait vraiment, on aurait plus de flics, de manifestations en prison. C'est ton avis, ce n'est pas celui de France Info, Dimé, mais tu as le droit de l'exprimer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'était intéressant. Et pardon, le chat a défilé. Désolé. Oui, il y a Toxpoum qui dit merci pour le talk, je retourne travailler. On s'est un peu éloigné du sujet Israël-Hamas. C'était un sujet qui découlait du risque attentat en réalité. Hein. Et il y avait une question intéressante, mais que je ne vois plus. Désolé. Oui, Xou qui dit il ne faut pas de tabou, mais quand on légifère, il faut de la modération. Je vois que l'heure tourne, les amis. Le mot de la fin, peut-être. On peut prendre une minute en plus pour ouvrir un autre tiroir si vous le souhaitez. Moi, je veux. Notre pays vit des moments particulièrement difficiles. On voit que nos concitoyens sont quand même aujourd'hui à fleur de peau, à raison. Il y a beaucoup de tensions, et je pense que la tension, il faut jamais rajouter de la tension à la tension. Il revient aujourd'hui à la puissance publique. Quand je dis la puissance publique, c'est le pouvoir politique. Voilà, de mettre, en tout cas, de mettre un peu plus d'énergie à essayer de rassembler les Français, plutôt qu'essayer de mettre en place des dispositions ou des dispositifs qui, au contraire, vont effectivement séparer les Français les uns des autres. Ce qu'on est en train de vivre, c'est assez quand même inédit. C'est quand même la cohésion nationale, la cohésion sociale du pays qui est en jeu. Je pense que sur les questions de sécurité, je pense que les risques qui sont les nôtres, qui sont devant nous, ils sont réels. Je pense que c'est collectivement, c'est aussi en se parlant les uns les autres qu'on va pouvoir les gérer, et pas avec une inflation de lois toujours plus difficile, ou plutôt pointer du doigt une population plutôt qu'une autre. Enfin, je pense que on vit un moment assez exceptionnel aujourd'hui. Ouais, rapidement, peut-être pour rester sur le moment présent où il y a, nous c'est ce qu'on peut voir à chaque fois qu'il y a une attaque, et un moment très émouvant, c'est d'essayer de comprendre de quoi on parle, de se poser des questions de vocabulaire. Enfin, je dis ça parce que c'est tout ce qu'on a fait, j'ai l'impression, pendant l'émission, de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et c'est normal d'être dans l'émotion, mais de tout de suite, par rapport que ce soit aussi bien le ministre de l'Intérieur ou d'autres personnes, quand il y a une proposition sécuritaire, une proposition de surveillance, d'essayer dans la mesure du possible de dire ok, qu'est-ce que c'est, est-ce que vraiment ça marche, est-ce que en fait quels sont les risques, de regarder l'histoire en fait qui est notre meilleure leçon, notre meilleur allié là-dessus, et dès qu'on parle de surveillance, moi je sais que, et là c'était super d'avoir le temps, c'est de prendre le temps d'en parler, de comprendre ce que c'est, et pas d'essayer de démystifier et de détricoter cette croyance qui est aujourd'hui bien installée que sécurité égale caméra égale surveillance, et de prendre le temps de se dire en fait non, c'est peut-être pas ça la solution, c'est peut-être dangereux pour moi, et voilà, de prendre le temps, parce que dans les moments où on prend pas le temps d'émotion, d'essayer de prendre le temps. Merci Noémie, merci Driss. Merci beaucoup. J'espère qu'on a pris le temps, on aurait pu prendre davantage le temps, bien sûr. Il y a Chinkle qui dit Tom Cruise va venir nous sauver, ça va bien se passer. On attend Tom Cruise. Et il y a Benny qui nous dit de toute façon dans 30 ans on aura pas assez d'électricité pour un réseau full numérisé, mais pourquoi pas. C'est la fin de ce
stream, il est 13h, 3 minutes passées de 28 secondes. C'est le premier stream du lundi midi. Merci à nos deux invités. Merci à vous dans le chat. Vous avez été très nombreux ce midi. Vous avez pas mal réagi. J'ai pas pu passer les questions de tout le monde, j'en suis navré. La prochaine fois, je ferai mieux, c'est promis. Merci pour votre grande et belle bonne humeur. Merci à Hugo, à la Réal, qui est à ma droite. Merci à Mathis, qui programme l'émission. Merci à Steph, qui est en vacances et à qui on fait un gros bisou. Salut Steph. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles donc, vous le retrouverez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion peut continuer sur Discord. Julot a mis le lien, il me semble. On se retrouve déjà demain midi pour le grand stream du mardi midi. Mathis, je sais pas si tu... Mathis est dans le studio, bien évidemment. Salut Mathis. Hello, hello. On va parler de quoi, Mathis, demain ? Alors, demain, on se retrouve pour notre grande émission du mardi On me voit pas là, en fait. De midi à 14h. Je vais mettre comme ça à côté de toi. De midi à 14h. On va faire une première heure, comme c'est un angle international. On reviendra évidemment sur le conflit au Proche-Orient. Mais là, on va vraiment traiter de l'angle de la place des États-Unis dans ce conflit, mais également dans la région et sur la scène internationale. Ça sera notre première heure avec des experts et seconde heure, côté un peu plus mag, avec nos chroniqueurs Numérama, Mademoiselle, également l'auteur de Visible sur les figures noires en France et également d'autres petites surprises. Donc c'est demain midi 14h. Merci Mathis, rendez-vous donc demain de midi pile 14h. Pas vraiment de bonheur mais bien sûr de bonne humeur. Vous pouvez reprendre vos activités du lundi. Je vous souhaite une excellente après-midi et à demain. Salut.